je suis... Voilà. Alors, c'est vrai que les attentes lors d'un recrutement, je vais commencer par ça, actuellement, partout, je vais dans toutes les entreprises, toutes les organisations, mais alors tous les secteurs d'activité, c'est on veut recruter. Alors, ce n'est pas toujours simple. Et évidemment, on ne veut pas recruter les billes, hein, on veut recruter des talents. On veut les fidéliser pour qu'ils restent le plus longtemps possible, et puis on voudrait qu'ils restent motivés. Alors ça, c'est le grand sujet. C'est vrai que lors du recrutement, on va avoir des personnes qui incarnent une organisation, une entreprise, des recruteurs, RH, managers, et puis donc le candidat ou la candidate en face, avec ses attentes. Et en face, il y a une personne qui attend beaucoup de choses, et je ne reviendrai pas trop là-dessus, parce que ça fait l'objet de bien d'autres webinaires où on pourrait y revenir, mais qui a une vision, lui, de sa carrière. Alors, pas carrière au sens Bernard Tapie, hein, réussir à tout prix, très 20e siècle, mais au sens d'un flux de vie, d'un parcours de vie. Pour les plus jeunes, ça va durer 45 ans, pour d'autres 30, 40 ans, il y en a encore pour 20 ou 30 ans. Et voilà. Et lui ou elle, il n'a pas tout à fait la même vision du même sujet. Ça, c'est vraiment une première chose très importante. On est face à des représentations du partenariat qui va se nouer, comme avec cette poignée de main, qui ne sont pas forcément les mêmes. J'avais travaillé, je vous renvoie peut-être à un article que j'ai écrit pour HBR, Harvard Business Review, sur le contrat psychologique, et ça, il faut le garder vraiment en tête. Donc, on se fait des promesses mutuelles, mais on ne parle pas forcément toujours de la même chose. On pourrait y revenir. Alors, la rentrée 2023, elle est complexe, on le sait à ce niveau-là. Ce n'est pas nouveau, hein, 3 ans quasiment de rupture anthropologique sur la question du travail. On parle d'un marché d'employés plutôt que d'un marché d'employeurs. Ça veut dire qu'avec la baisse, et on s'en réjouit, du taux de chômage, eh bien les employés, de façon générale, ont un pouvoir de négo beaucoup plus important qu'ils n'ont pu en avoir. Et on retrouve ça de toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau. Tous les moments, il y a des moments un petit peu comme ça, cycliques, hein, sur le marché du travail. Ce n'est pas vrai non plus pour tout le monde et tous les métiers, mais globalement, les entreprises ont l'impression qu'elles n'ont pas forcément la main, comme elles pouvaient l'avoir, sur les candidats. On a ce changement fort d'attitude vis-à-vis du travail. Je ne rentrerai pas trop dans l'idée qu'on ne veut plus travailler, que les jeunes ne veulent rien faire. Là aussi, j'en ai souvent parlé. Mais globalement, le travail est quelque chose qu'on regarde différemment, et particulièrement au-delà de l'attitude, hein, qui a un regard sur ce qu'on pourrait appeler la valeur travail, il y a des nouvelles exigences. Alors, qui étaient des attentes depuis que les QVT, baromètres, qualité de vie au travail, bien-être existent. Le télétravail, conciliation vie privée, vie professionnelle, reconnaissance, autonomie, mais qui sont devenues des vraies exigences. Et les employés, maintenant, commencent à le dire dans les entretiens de recrutement. Et c'est vrai que du coup, ce pouvoir de négo qu'on a lors d'un recrutement, il n'est pas toujours simple. Et beaucoup de RH, quand je les rencontre, me disent on n'arrive pas à recruter, c'est difficile. Alors, il y a beaucoup de choses qui seraient très simples, mais là, on ne va pas parler du onboarding, on va parler du offboarding. Et une des clés qui serait changer peut-être de vision, une des clés que je vois apparaître, qui est mise en place déjà hein, dans certaines entreprises, Shell y a travaillé, Deloitte aussi, c'est le off-boarding. Et je vais essayer de développer sur ce point précis, avant de revenir peut-être avec des questions sur d'autres. Alors le off-boarding, c'est les départs. Or, les départs en RH font peur. Je vous rappelle que, et ça je l'entends tout le temps, on a une notion magique, un KPI, un indicateur essentiel qui est la notion de turnover. Donc, je vous ai remis la définition, le nombre de départs sur l'année N, plus le nombre d'arrivées sur l'année N 2, divisé par 2 sur l'effectif au 1er janvier de l'année N. Voilà. Et on va avoir un taux de turnover qu'on considère comme bon, moins bon, dégradé, plus dégradé. Et j'entends régulièrement des DRH qui pourtant viennent me voir en me disant « Oh là là, on a des problèmes de motivation, on a des problèmes d'attractivité, mais qu'est-ce qu'on a un bon turnover ?» Et la question, c'est que le taux de turnover, vous le savez parfaitement, il cache plein de choses.
Et à turnover bas, donc on pourrait se féliciter, fidélisation oblige, eh bien, c'est peut-être des collaborateurs qui ont peur de partir parce qu'ils ne sont plus du tout bankable, on ne les a pas aidés à se former et à rejoindre le marché du travail. Des collaborateurs, et j'en vois souvent, qui restent pour de très mauvaises raisons. Ben là, j'ai des avantages énormes, j'ai un comité d'entreprise super, j'ai un très bon salaire que je ne retrouverai pas. Des entreprises qui misent beaucoup sur les avantages liés à l'ancienneté. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans cette boîte. Maintenant, je ne vais pas perdre tous mes acquis. Et du coup, on a comme ça, souvent, une masse de collaborateurs. Certes, ils sont là, ils sont fidèles, mais qui sont plutôt des fidèles désengagés, voire démotivés. Et tout ça, ça produit de la sous-performance financière et sociale. Quand on est là, mais sans être véritablement engagé, mais on n'est pas forcément très performant. Donc, ce bon taux de turnover cache peut-être un mauvais turnover. Et c'est là où il faut quand même se poser des questions sur cette question du turnover. Et je pense se dire que c'est bien d'avoir des entrées et des sorties qui sont avec des flux plus conséquents, quitte à dégrader ce chiffre qui ne doit pas être gravé dans le mal. Alors, avec ce turnover, comme je viens de le dire, un des grands sujets, c'est la fidélisation. Alors, vous le savez, on parle même de rétention du personnel, et ça, c'est un des grands sujets, je le rencontre, et c'est important, je ne dis pas le contraire non plus, il ne faut pas me faire dire, mais c'est à regarder aussi peut-être avec des points d'interrogation. Alors, pourquoi la fidélisation ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans tous les arguments, tous les articles, je vous passe les études et les articles académiques qui foisonnent là-dessus. C'est que ça coûte moins cher de garder un collaborateur que de recruter un nouveau collaborateur, parce que les recrutements ont un coût, et puis avec le temps d'apprentissage, qui peut être très, très variable, quelques jours pour les petits jobs, mais quelques années dans des cabinets de conseil ou des industries haute technologie, le salarié, entre guillemets, il n'est pas rentable. Il y a des études de fait, chez Arthur Andersen, à l'époque, c'était 3 ans avant le retour sur investissement. En plus, il y a cette notion de compétences qui sont un capital, de plus en plus un asset de l'entreprise à préserver. Et donc, on ne souhaite pas un départ, en tout cas anticipé. Et c'est la notion de fidélisation, elle est très, très ancrée dans, on va dire, la doxa RH. Sachant qu'elle est très liée aussi, et ça on le voit aussi beaucoup, ça a été étudié, il y a eu des dizaines et des dizaines de thèses là-dessus, à la satisfaction. Alors, un client satisfait est un client fidèle, et un client fidèle est un client satisfait. Et là, je vous ai mis une petite poule devant ses œufs. Qui est le poule, qui est la poule, qui est l'œuf ? On est fidèle parce qu'on est satisfait parce qu'on reste fidèle. Et il y a une sorte comme ça de boucle qui est censée être vertueuse se mettre en place. Et je vous l'ai dit, je pense que ce n'est pas si évident que ça, que la fidélité soit liée à la satisfaction au travail. Parce qu'on pourrait rajouter à cette blague que quand on est, et on vous le dit toujours, satisfait au travail, on est performant, etc. Je pense qu'il y a vraiment une question à se poser sur cette boucle fidélité et satisfaction, mais je vous ai déjà donné quelques indices pour en sortir. Alors, moi, la question principale que je me pose, c'est en 2023. 3 ans après le grand confinement, après tout ce qu'on a connu, avec l'incertitude qu'on connaît, avec des attentes très différentes, alors, qui sont plus marquées chez les plus jeunes, parce qu'ils arrivent sur le marché du travail, qu'ils ont une mobilité statistiquement beaucoup plus grande, ils arrivent, ils n'ont pas de maison à rembourser, je caricature un peu, ils n'ont pas d'enfants à mettre à scolariser, ils n'ont pas tout. Voilà, donc ils peuvent plus rapidement arriver, repartir, on le sait. Cette notion aussi de parcours beaucoup plus, mais ça fait longtemps qu'on en parle, avec beaucoup plus de changements et non pas d'adhésion pendant 20 ans à la même entreprise. Mais il faut savoir que les études montrent qu'il y a des jeunes qui ont envie de rester 20 ans ou 30 ans dans la même entreprise ou être fonctionnaire. C'est un peu c'est très paradoxal dans le sens où on nous parle de recherche d'innovation et d'agilité. On veut des gens innovants, on veut des gens agiles, on veut des gens mobiles, on veut des gens autonomes, mais en même temps, on veut qu'ils soient fidèles. Or, moi, je me pose la question, c'est est-ce que quand on est fidèle, bien sûr lié à la satisfaction, mais aussi lié à tout ce que j'ai dit, et qu'on reste pendant des années dans la même entreprise, alors vous allez me dire, moi j'ai une entreprise, ils peuvent se repasser d'un service à l'autre, d'un métier à l'autre, mais mon expérience me montre que ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce que ça va en même temps ? Moi, j'ai
je connais de l'intérieur en ayant managé les départs que j'observais, le nombre de collaborateurs que j'ai vus. Ah ben Isabelle, voilà, j'ai trouvé mieux ailleurs, ou j'ai envie de partir pour explorer autre chose. C'était justement les plus innovants, les plus agiles, qui régulièrement changeaient, et qui, quand je dis régulièrement, tous les 4-5 ans, voilà. Et c'était ceux-là, ceux qui restaient fidèlement, n'étaient pas, alors je parle statistiquement, forcément les plus agiles. Et je me dis que là, il y a quand même un gros paradoxe qu'il faudrait pouvoir réduire, dont il faudrait pouvoir réduire l'attention. Alors, pourquoi je parle d'une clé, le offboarding? C'est que le offboarding, alors traditionnellement, c'est en anglais, vous savez, c'est débarquer, c'est descendre, on va dire, de l'avion ou du bateau. Mais là, c'est une vision différente, ça serait presque un redécollage. Hein. C'est l'ensemble des processus mis en place pour gérer et faciliter le départ des salariés à potentiel. C'est-à-dire pas les gens dont on dit bon, c'est fini, hein, on pourrait parler de la retraite, dont c'est fini parce qu'ils sont plus bons, dont c'est fini parce que bon, bah, c'est plus possible, etc. Hein, tout cela, il faut faire des offboarding, je vais en parler 2 secondes, de qualité, ça c'est extrêmement important. Mais là, c'est l'idée de dire, ils en ont encore sous le pied, ils pourront encore donner à l'entreprise, mais ils ont envie de partir. Et là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser sur la facilitation de leur départ? L'idée est, et je l'ai cultivée moi en tant que manager pendant 5 ans dans une école de management, c'est se dire on fait un compagnonnage. On envisage un bout de chemin ensemble, mais à un moment, tu vas me quitter. Je vais pendant ces 5 ans, ces 3 ans, il n'y a pas de date vraiment donnée évidemment, alors on évite quand même que ce soit au bout de 3 mois, mais voilà, je vais te donner de quoi te former, je vais te donner de quoi faire grandir tes talents, tu vas trouver dans mon entreprise, dans mon organisation des choses positives qui vont t'aider à être quelqu'un qui va grandir et être heureux au travail, mais je sais qu'au bout de 3 ans, 5 ans, 6 ans, tu vas, voilà, et je te le souhaite. Et tu m'auras apporté pendant ce temps beaucoup de choses très positives. Et ça, il y a des entreprises qui commencent ou qui l'ont déjà capitalisé parce que c'est une façon aussi eh bien, d'envisager du gagnant-gagnant, comme on le voit au moment où on se sépare, eh bien, chacun repart enrichi et, ce qui est important, sans animosité. Alors, le premier avantage, c'est éviter, ça je l'ai déjà dit, que des salariés restent dans leur entreprise pour de mauvaises raisons. Alors, on n'évite pas tout, mais le fait de savoir qu'on va pouvoir partir et qu'on nous aide à grandir et à être capable de partir, ça, c'est essentiel. Beaucoup de salariés sont coincés dans leur entreprise parce qu'on ne les a pas formés ou ils n'ont pas su demander la formation, mais ça, c'est des choses qu'il faut travailler. Et ça, c'est une première chose. Donc, ils ne restent pas pour de mauvaises raisons. Deuxième avantage, on crée un contexte de liberté. Et ça, la théorie de l'engagement nous le montre. Plus on est dans un contexte de liberté, plus on est libre de partir, plus on est engagé. C'est-à-dire qu'on ne reste pas pour le salaire, le comité d'entreprise, on reste parce qu'on a envie de rester. Tu es libre de partir, tu le sais. Eh bien, si on décide de rester, on le fait avec beaucoup plus d'engagement, de lien à son action, que si c'était par des raisons qui seraient externes, comme le salaire. Troisième chose, ça permet de faire du parcours externe du collaborateur avec un développement de compétences, avec l'idée de le voir revenir dans l'entreprise. Et là aussi, on voit des entreprises qui, sur des métiers, qui peuvent être des métiers de talent, mais là, je l'ai vu récemment sur une entreprise de technologie, avec des techniciens, ce n'étaient pas des ingénieurs de haut niveau, sur des métiers un petit peu spécialisés, eh bien, va voir ailleurs, et je serai très heureux que tu reviennes, enrichi de ta nouvelle expérience. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Et puis, ce qui est très important, ce qui est valable pour tout offboarding, même classique, eh bien, c'est une qualité de vie au travail améliorée. Je ne vais pas me cacher de mon départ, avoir peur qu'on repère sur LinkedIn, que je me mette en recherche ou raconter des mensonges parce que je fais des entretiens pendant mes heures de travail. Ça permet aussi, dans la transparence, de ne pas avoir quelqu'un qui vous plante. Ah ben voilà, écoute, je m'en vais, et puis ça prend effet lundi. Donc, on a tout le temps de passage de témoins et de transition bien fait. Et puis, on gagne du temps et de l'argent parce qu'on n'est pas sur des problèmes que vous connaissez, juridiques, etc., et qui peuvent fâcher. Tout ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. C'est valable pour les offboarding classiques.
Alors, comment s'y prendre pour bien manipuler ce qui peut devenir un levier stratégique? D'abord, une communication transparente. C'est-à-dire que la parole est libre, les gens savent dès le début, je parlais de faire un chemin ensemble, qu'à un moment, ils pourront dire qu'ils s'en vont sans que ça soit un drame et en parler tranquillement. Ensuite, tenir un registre des départs, c'est-à-dire être bien, quand on voudra après comprendre comment on peut en faire quelque chose de façon plus stratégique et pas uniquement intrapersonnelle, avoir une bonne idée de ces départs. Mener des entretiens de départ. Là encore, le jour, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui avait annoncé son départ. Eh bien, il a été ostracisé pendant les 15 jours où il était encore dans l'entreprise. Plus personne ne lui parlait, le patron lui faisait la gueule. Voilà. Donc, mener des entretiens de départ, comprendre. Là, il y a des questions qu'il faut poser, qui peuvent faire mal. Mais c'est comme ça aussi qu'on s'améliore et qu'on comprend pourquoi la personne... Parce qu'il faut savoir que ces zones de départ, c'est tout le temps des mensonges. Tout le temps des mensonges. On ne vous dira pas, je pars parce que mon manager est toxique, parce que vous ne m'avez jamais accordé véritablement d'attention, parce que je n'ai pas les primes que vous m'aviez promises. Et là, on revient sur ces notions de communication qui peuvent être des communications défaillantes. J'ai entendu des choses, mais elles n'ont pas été forcément dites. Et c'est vrai que souvent, c'est « Oh, qu'est-ce que ça a été merveilleux, ces 5 ans chez vous, je vous ai adoré, et maintenant, voilà, je pars pour de nouveaux horizons. » On le voit sur LinkedIn, mais on l'entend aussi dans les entreprises. Et du coup, on ne part pas dans des zones d'amélioration. Ensuite, très important, créer et maintenir un réseau des anciens. Il y a des entreprises qui le font, je citais l'autre jour, tout à leur Shell, avoir un réseau des anciens et profiter des outils comme le font les business schools, comme le font les écoles, un peu l'université, ce qu'on appelle les alumni. Avoir ces alumni, alors je ne sais pas, il faudrait trouver un mot, ces anciens, et garder, cultiver cette relation, rester en bons termes, au-delà de relations amicales qui peuvent exister entre les personnes. Et puis, créer une vraie stratégie de recrutement des employés boomerang. C'est-à-dire ces employés qui, à un moment, là je l'ai vu, je répète récemment, qui au bout de 3-4 ans dans une autre entreprise, parce que c'était mieux payé, ont envie de revenir dans votre entreprise, parce qu'il y avait autre chose, parce qu'il y a des liens, parce que tout simplement, ils pratiquent une mobilité horizontale, c'est-à-dire que ils n'ont pas forcément besoin de promotion, mais l'important pour eux, c'est de rester dans la région. Donc, du coup, on les voit passer d'une entreprise à l'autre. Et cette notion d'employé boomerang, elle est extrêmement intéressante. Alors, à oublier complètement, c'est valable pour tous les offboarding, c'est un peu ce que je disais, prendre le départ de façon affective et personnelle. Et ça, on le voit encore tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est un échec. Bon, moi, j'avoue qu'en comme manager, des fois, ça m'a fait mal. Alors, ce n'était pas forcément des départs à cause de moi, mais on a tendance à se dire « Ah zut, il n'était pas, qu'est-ce que j'ai pas fait ?» et à être moins, pas forcément aussi ouvert qu'on le voudrait. C'est vrai que, par exemple, un discours d'adieu, on dit ce que je me suis toujours efforcée de faire. Je suis heureux pour toi, je suis heureuse pour toi de ce nouveau départ. Voilà, tu nous as beaucoup apporté, c'est formidable que tu fasses quelque chose d'autre. Pas toujours évident. Il ne faut jamais fermer la porte définitivement. Si vous claquez la porte de façon étanche, elle ne se rouvrira pas et la personne n'osera jamais vous recontacter. Et ça, je le disais, c'est absolument dommage parce que c'est rater peut-être un potentiel et un talent qui reviendra peut-être quelques années après. Et puis, un départ très spécifique, c'est les travailleurs à la retraite. On l'a vu là avec la pénurie de médecins. Pourquoi est-ce qu'on a été content de reprendre des médecins à la retraite? On le voit sur d'autres métiers quand il y a pénurie. La retraite, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont plus envie de travailler. On le voit dans des écoles de management où des professeurs ont été mis à la retraite pour des raisons économiques, reviennent enseigner avec d'autres statuts. Et je crois que c'est très intéressant, dans le contexte qu'on connaît actuellement, aussi de penser à ça. Parce que les ex-collaborateurs peuvent être des ambassadeurs et même devenir des clients. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Être des ambassadeurs, parler positivement de son entreprise. Oui, je l'ai quitté, mais qu'est-ce que j'ai passé des bonnes années? Qu'est-ce que le management est positif? Voilà ce qu'ils m'ont donné. C'est ça ce qui est important. Parce que même si nous n'avons pas ça, on peut avoir le contraire.
c'est-à-dire la mauvaise rumeur sur les réseaux, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, d'une entreprise qui vous jette et qui, quand vous voulez partir, vous déconsidère, et qui n'a pas cette vision de la carrière au long terme pour vous, et pas simplement pour elle, pour l'entreprise. Donc cette notion aussi d'avoir des gens qui deviennent vos ambassadeurs, qui consolident votre marque employeur, eh bien, c'est ajouté au crédit de cette stratégie du off-boarding. Et puis, c'est aussi peut-être créer de l'intelligence collective. Un secteur d'activité où les techniciens, comme je l'ai vu, sont rares, qui passent d'une entreprise à l'autre. Alors, on peut avoir peur que ce soit des informations très confidentielles, on peut avoir peur de la concurrence. Et je vous rappelle qu'en stratégie, il y a quelque chose qui s'appelle la coopétition, c'est-à-dire coopérer en étant concurrent, coopération, compétition, et que c'est une façon de gérer la coopétition, et ça peut être quelque chose de véritablement intéressant, de créer cette intelligence collective dans un secteur d'activité au-delà de sa propre stratégie unilatérale. Donc ces salariés qui vous quittent, eh bien, ils peuvent être aussi des liens très intéressants, cultiver des relations et des réseaux qui peuvent être extrêmement positifs et performants. Voilà, donc comme c'est un cercle et que la parole est, je dirais, aussi et surtout à vous tous, je vous remercie de votre attention. J'ai lancé, comme c'est un peu le canevas des pistes, et je serais heureuse de vous entendre ou de répondre à des questions, ou d'avoir vos témoignages sur cette question d'un offboarding point 2 ou point 3, comme on voudra. Donc, tu ne rajoutes pas 3.0, tout va bien. Hein, oui, ça pourrait être 4.0. Oui, non, on est moins on ne sait plus où on en est. on est très dans les rapports humains, donc on est moins dans une approche, digitale. L'idée, c'est, je débarque peut-être, mais pour repartir, tu vois, c'est l'idée de redémarrer. Voilà. C'est super. Reste à savoir où est-ce que tu as pris cette photo, est-ce que c'est au-dessus de quel continent, pays Merci Isabelle. Pays imaginaire, comme dirait Peter Pan. Merci Isabelle. Ce que je te propose, c'est que tu départages l'écran, oui, et puis qu'on avec Adèle, avec toi, et puis avec moi, on est une quinzaine autour de l'écran, donc on peut se permettre de partager nos caméras pour ceux qui en sont d'accord, de façon à pouvoir installer plus facilement. Tu départages ton écran, alors, Isabelle. Attends, à gauche, arrêtez de le partage. Arrêtez le partage. Voilà. C'est bon. Voilà, donc on voit Thierry, et puis tous les autres, surtout n'hésitez pas à mettre votre caméra. Alors tous ceux qui nous connaissent, alors j'ai vu quelques nouvelles, permettez-moi l'expression nouvelles têtes, nouveaux arrivants, des anciens. Alors, je vois Sophie qui fait partie de l'équipe, voilà Brice, ça fait un certain temps qu'on s'est croisés chez Sigvaris sur un projet de formation. Voilà, alors pour les autres, Carole, voilà, allez-y. Romain, voilà, je vois votre caméra. Voilà. Donc petit à petit, on va installer les caméras de chacun. On pourrait se mettre en mode amphithéâtre, là, vous savez, au cinéma, pour tout le monde se voit derrière son siège. D'abord, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Encore une fois, merci à Isabelle pour introduire les propos. Moi, j'ai pas mal de questions, Isabelle, qui me chatouillent là, notamment sur, je veux dire, un sujet autour de la maturité des organisations qui sont prêtes à rentrer dans ce jeu-là. Donc, je voudrais aussi avoir ton avis et puis l'avis de tout le monde. Ceux qui sont derrière la caméra là aujourd'hui, un petit peu comment vous voyez les choses sur et comment est-ce qu'il y a des pratiques qui sont déjà mises en place dans vos organisations. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole. Peut-être on garde la question un peu pour le tour de chauffe, Isabelle, sur la partie maturité d'organisation. Est-ce que Thierry, Brice, vous voulez prendre la parole? Alors, je vous mets un peu en piste là tout de suite. Comment vous vivez les choses, Brice, chez Sigvaris? Est-ce que c'est des choses qui sont matures par rapport à votre secteur d'activité? Est-ce que cet effet boomerang, comme l'expliquait Isabelle,
C'est ce que vous observez, ce que vous le favorisez? Comment vous le managez, vous, en tant que directeur des ressources humaines de Silveris? On le voit, mais très peu. Et comme vous disiez, Isabelle, pas forcément sur des fonctions de cadre, c'est plus sur des métiers de technicien. Voilà. J'ai eu le cas avec, par exemple, concrètement avec des techniciens de maintenance. Voilà. Ce qui est très compliqué, en fait, c'est de dépassionner le manager, de dire j'ai vécu un premier départ et puis maintenant il regratte à la porte. C'est ça. Pourquoi je faciliterais la chose ou autre. Et à chaque fois, le discours plutôt qu'on a, c'est de dire n'oublie pas les compétences qu'il a, n'oublie pas qui ou quelle, hein, enfin, si c'est une dame, hein, enfin, qui elle était. Et c'est plutôt comme ça que ça amène. Voilà. Alors, parfois, il y en a qui restent, et puis parfois, il y en a qui repartent. Là, par exemple, on a un technicien de maintenance qui était revenu et qui repart. Voilà. Et je ne suis pas sûr, là, par contre, qu'on réouvrira la porte, parce que même si on dit qu'il ne faut pas fermer ou jamais fermer la porte, il y a un moment où le zigzag s'arrête. Voilà. Ça fait aussi partie des choses. Mais c'est des choses sur lesquelles on se questionne. Il y a Claire Guéron qui est ma responsable développement, qui participe aussi à l'événement, et on pratique aussi ce qui est entretien de départ. Voilà. Mais on ne l'a pas encore, matérialisé potentiellement, plan d'action, stratégie, enfin, voilà. Mais on capte de la data pour le moment, pour plus tard. Est-ce que vous assistez, Brice, est-ce que vous avez, alors que vous n'avez pas encore planifié, ou il y a une forme de stratégie de se dire, il faut que la personne parte à tel endroit pour mieux revenir avec des compétences qui vont servir à l'entreprise pour plus tard? Est-ce que vous êtes dans ces démarches-là, ou là, on va un peu loin dans le côté GPEC local, territorial? Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous taraudent l'esprit un petit peu, ou là, on va un peu loin dans la logique de mobilité externe pour mieux revenir vers l'interne? Non, on n'est pas du tout, on n'est pas encore du tout mûr comme ça. Par contre, on a le discours, hein, comme disait Isabelle, effectivement, quand on a un bon collaborateur qui part, d'oser lui dire effectivement que si son parcours de chemin se passe bien, et s'il y a une nouvelle opportunité qui peut se faire, que la personne n'hésite pas à revenir. Dernièrement, je l'ai fait moi personnellement avec une contrôleuse de gestion. Voilà. Okay. Thierry, je te vois à l'écran, là, toi qui es plutôt côté management opérationnel, hein, tu es moins dans la partie DRH. Comment tu vis les choses, toi, en tant que directeur de ta structure? Comment ça se vit? Toi, en tant que manager, comment tu le vivrais, ou comment tu l'as déjà vécu, ce passage à l'extérieur, pour peut-être mieux revenir après dans tes équipes ou ailleurs chez ProBTP, hein, si je peux me permettre de citer le nom de ton entreprise? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais j'ai trouvé très intéressant là, la présentation d'Isabelle, donc merci déjà. Alors, je pense que d'un point de vue RH, structure, on n'a pas cette maturité-là d'avoir déjà prévu une gestion intelligente de ces départs-là, au sens de ce que ça peut apporter, là, de ce que j'entends sur le côté réseau, sur le côté image, en fait, sur lequel on travaille finalement beaucoup, beaucoup plus à l'entrée qu'à la sortie. Et je trouve que c'est une vraie bonne idée, en fait, à creuser, parce que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Nous, c'est vrai que sur le côté opérationnel, moi j'ai la chance d'avoir du public assez jeune, donc on est un peu par la force des choses, en fait, déjà dans cette vision. En fait, dès qu'ils arrivent, en fait, on leur parle de leur sortie, parce qu'on essaye de ne pas les garder. Moi, je suis sur une plateforme téléphonique, donc on n'a pas vocation à les garder 10 ans sur un poste, donc on ne tient pas particulièrement à ce qu'ils restent 10 ans d'ailleurs. Donc en fait, dès qu'ils arrivent, on est sur l'idée de les voir partir au bout de 2, 3 ans et maximum 4, 5 ans. Mais c'est clairement ce qu'on va leur afficher. C'est vrai qu'après, il faut avoir une cohérence derrière sur la partie entreprise, sur le parcours qu'on peut leur offrir. Donc, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on arrive assez bien à le faire, mais on voit les limites. Moi, aujourd'hui, j'ai presque plus des problèmes inversés où j'ai des gens qui ont du mal à partir parce qu'ils sont bien, parce qu'il y a une certaine forme de confort. Même si on leur a vendu la sortie, en fait, et c'est vrai que je pense que c'est assez vertueux de leur vendre la sortie, puisque de toute façon, la population que j'ai, moi, qui est 20-25 ans, ils n'ont absolument pas envie de s'inscrire sur 10 ans, sur 15 ans, et ça leur fait presque horreur d'imaginer qu'ils pourraient rester 20 ans chez nous. Donc, plutôt leur donner des schémas courts d'évolution, c'est effectivement quelque chose qui est très positif. Et ça permet toujours d'avoir, effectivement, quel que soit le motif de sortie, une bonne sortie et puis une possibilité de retour, ce qui est très vrai chez nous, parce qu'on peut avoir des gens qui partent sur un autre métier, qui vont revenir au bout de 6 mois, au bout d'un an. Et nous, ça nous intéresse d'avoir ces parcours finalement assez mixés. Donc, on l'a plus mis
mis en place par la réalité des choses et par le besoin finalement opérationnel quotidien que sur une vraie réflexion. Et justement, je trouve que c'est intéressant d'imaginer, de le structurer en fait avec une vision beaucoup plus large et beaucoup plus intégrée. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à des choses assez simples comme ça finalement à mettre en place. Oui, enfin, sur les 2 témoignages, là, je trouve ça tout à fait. Enfin, voilà, vous le faites, je dirais. Il y a plein de choses qu'on fait de façon un petit peu comme ça inconsciente. Là, l'idée, c'est simplement de le penser un peu, d'en tirer quelque chose parce que ça a de la valeur. Et en fait, quand on fait les choses, on n'en tire pas forcément la valeur qu'on voudrait donner. Ce que je retiens du premier témoignage, Brice, c'est les vraies raisons d'un onboarding, enfin d'un recrutement, et les vraies raisons d'un départ. Et là, je creuse. Très souvent, on vous raconte des bullshit, que ce soit à l'arrivée ou au départ. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. On est sur des représentations croisées où on veut entendre des choses d'un côté et de l'autre. Et si cette personne, par exemple, elle repart au bout de 3 mois, c'est très intéressant de savoir pourquoi elle repart au bout de 3 mois. On n'a peut-être pas compris les raisons de son premier départ et puis les raisons de son retour. Et ça, je crois qu'il y a vraiment souvent du non-dit. Il ne faut pas s'en faire de la psychanalyse, mais il faut vraiment être bien clair là-dessus. Et les entretiens de recrutement, on a souvent tellement envie que ça se passe bien, on fait des promesses, voire des over-promesses, et la personne se met, j'ai fait des entretiens récemment, en situation d'être la personne qu'on attend. Je pourrais donner des exemples qui ont été assez frappants. La deuxième chose, Thierry, vous avez raison, c'est dès le début. C'est dès le début qu'il faut le dire, quand je disais ce bout de chemin ensemble, voilà, et équiper la personne avec de la formation. Quand, là, on parle de offboarding volontaire, positif, mais quand on est obligé de licencier des gens, vous savez la catastrophe que ça peut être quand les gens n'ont pas été formés, quand ils sont là, voilà, incapables d'imaginer autre chose, alors que si on les avait aidés, c'est un peu un muscle, le départ, l'arrivée, reprendre. Et il y a des gens qui sont capables de ça, et des gens qui ne le sont pas. Moi, j'ai des problèmes avec mon opérateur téléphonie. Je suis quelqu'un, ça fait 5 ans que j'ai le même opérateur, je ne veux pas changer. Et je rencontre des gens qui me disent tous les gens changent d'opérateur. Vous voyez, c'est un exemple qui est un peu trivial, mais c'est un peu ça aussi. Et la dynamique, elle est à la fois individuelle, mais elle est à la fois organisationnelle. Et vous pouvez la rendre stratégique. J'ai une question, Virginia, pardon, juste une question, j'en Vas-y, profite Thierry. tant que j'avais la parole, mais parce que la question qui m'est venue, moi, c'est souvent dans le mode de départ, enfin souvent, puisqu'on parlait quand même des postes à potentiel, etc. On peut avoir assez fréquemment des gens qui partent pour un problème de management par rapport au fait d'avoir croisé un manager peu brillant ou peu efficace, et que finalement, ce mode relationnel-là, quand il s'exprime justement par les réseaux, enfin, il y a un piège en fait, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont pas jusqu'à de la communication, ouvrir cette communication sur ce réseau-là, parce que si on diffuse aussi le fait de dire qu'un salarié dans l'entreprise a pu croiser un manager pas très efficace, ou si je suis dans le plus positif des termes, voilà, comment est-ce qu'on travaille ce piège-là, justement, par rapport parce que c'est vrai qu'elle est très positive, la présentation, c'est sur le principe qu'un salarié va parler d'entreprise avec beaucoup de choses positives, mais il peut aussi avoir un souvenir pas très agréable. Donc, comment, dans ces cas-là, on vit comment on travaille autour de ce sujet-là, en tout cas. Alors, ce que je vous disais, c'est dès le début, et c'est un ensemble. Le offboarding bien fait, il ne peut être que dans un ensemble. Et ça, on touche au dada qu'on a à l'IGS et que j'ai personnellement. C'est le métier de manager. C'est sûr que si vous avez des managers qui ne sont pas formés, est-ce qu'on en rencontre incompétents, je ne parle même pas de toxiques au sens, je passe mon temps dans les entreprises, je ne rencontre pas de managers toxiques. Je pense des managers qui ne sont pas compétents, à qui on n'a pas donné de formation, qui ne savent pas, qui n'ont pas le temps vraiment de manager. Et ben, on retombe sur ce que vous dites. Mais c'est clair que c'est un ensemble. Damien parlait de maturité. On est quand même sur une capacité pour faire du offboarding de cette façon-là, où il y a quand même une maturité importante. Et ça, il faut qu'en effet, ça ne soit pas lié à des problèmes de management. Ça veut dire aussi qu'on a été capable d'entendre la personne qui avait des problèmes avec son manager et qu'on a pu le réguler. C'est clair. De toute façon, c'est le problème. Pouf, la personne vient vous voir. Si elle commence à vous déverser 3 ans de problèmes, il y a eu un truc qui a été raté. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc c'est pas toute chose égale par ailleurs, un offboarding de qualité.
Mirjana, peut-être pour Ipsen, là, je vous vois à l'écran. On En fait, parlait c'est de. Voilà. Myriana. Ça se Myriana, pardon, prononce Myriana. excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Myriana, par rapport à votre rôle au sein de la Alors, direction des ressources humaines, comment vous vivez les choses chez vous oui, donc j'écoute et en fait, nous, ça fait très longtemps qu'on essaie de voir l'expérience collaborateur comme quelque chose qui démarre au départ en dehors de l'entreprise et qui va s'achever en dehors de l'entreprise. Et on fait très attention en fait à tout ce qui est réseaux sociaux, notamment Indeed. On passe énormément de temps à mesurer ce qui est dit de nous, soit sur l'expérience candidat, alors si des gens n'ont pas rejoint finalement l'entreprise, mais aussi au moment de l'offboarding, que ce soit des gens qui ont été là en permanent ou des gens qui sont passés soit en CDD, soit en contracteur. On fait vraiment attention à cela. Et ce qu'on fait également, c'est à propos du démarrage des nouveaux collaborateurs, c'est vraiment de consacrer du temps dans les 90 premiers jours. Mais bon, ça, c'est vraiment une règle, mais il faut l'appliquer et on demande aux managers vraiment de l'appliquer avec le rapport d'étonnement et voir, ben voilà, ils ont été embauchés. Est-ce que déjà ça correspond à ce qu'ils attendaient? Et puis après, c'est ce que vous disiez sur la maturité du manager, c'est comment sont-ils équipés? Parce qu'on se rend compte, on a mis en place énormément de surveys, de pulse surveys, et de plus en plus, on arrive à avoir une granularité au niveau des équipes. Donc, on voit très, très vite si dans une équipe, il y a un souci de management. Parce que ce soit les verbatims ou les scores, hein, s'il n'y a pas de verbatim, ils parlent très, très vite. Donc, on essaye de remédier assez rapidement. Donc, je dirais, maintenant, il y a un outil de veille. Donc, il faut vraiment utiliser les technologies aussi pour nous aider. Je dirais qu'il faut s'équiper maintenant avec des outils modernes, ce qui va nous dégager du temps pour après être plus près de nos managers et de nos collaborateurs. Je le dirais comme ça. Est-ce que on a certains secteurs d'activité, alors je pense aux cabinets d'audit, aux cabinets conseils, qui entretiennent justement, on parlait tout à l'heure avec Isabelle d'un réseau d'alumni, justement où on sait que les consultants viennent travailler chez leurs anciens clients et qui deviennent eux-mêmes clients du cabinet conseil. Est-ce que dans votre secteur, vous avez, alors, on est moins dans cette relation-là peut-être, mais est-ce que vous entretenez un réseau des anciens Ipsen, est-ce que vous en êtes là ou pas Non, mais alors dans la pharma, c'est un monde qui est assez petit et finalement, c'est le réseau de l'industrie, finalement. Mais j'aime cette idée finalement de faire de l'entreprise finalement une famille, quelque chose de privilégié. Et c'est vrai que voilà, c'est un autre stade parce que là, on est beaucoup sur une réflexion des employee focus group un peu à l'américaine où on essaye de donner les moyens à nos employés de s'épanouir aussi entre eux. Mais c'est vrai que ça, c'est la deuxième dimension qui fait que vous avez été employé à un moment, mais vous restez dans le cercle. Et voilà, donc là, nous, on est plutôt en interne à travailler sur ces focus group pour vraiment donner du sens en dehors de leur fonction finalement quotidienne. Mais on réfléchit beaucoup à ça. Alors après, on détecte aussi beaucoup de particularités culturelles et régionales. Donc, on ne va pas avoir je vais dire que les Américains, les Anglais vont aller plus rapidement dans ce sens que nous en Europe ou dans d'autres géographies. Isabelle, tu confirmes par rapport à ta Alors, vision un petit peu large du sujet? Oui, les exemples que j'ai pu voir dans des études, c'est en effet plutôt des entreprises américaines, mais en effet, où je retiens de ce que vous dites, c'est d'abord une veille permanente, pas se contenter de voir les choses je dis toujours, il faut voir les choses en flux, il ne faut pas voir les choses en instant, l'arrivée, le départ, non, c'est du flux, veille permanente. L'importance des outils. On voit de plus en plus de plateformes qui permettent, alors sans oublier le rapport humain, parce qu'on voit des horreurs sur les outils en termes, par exemple, d'évaluation managériale, où on ne se rencontre plus. Enfin bon. Et en effet, aux États-Unis, des plateformes comme le font les business schools de relations aux anciens, on reste liés ou de façon sur des sujets un peu qui peuvent être off travail, mais qui peuvent être aussi des focus sur des formations, des mini-formations. Enfin, on voit des choses qui sont intéressantes.
Et c'est vrai qu'il y a une particularité du marché du travail anglo-saxon, beaucoup plus mobile que le nôtre, ça aussi, il faut le dire. Où simplement je dis, vous avez raison, c'est le onboarding aussi qui donne le là, et pas partir, j'insiste beaucoup sur des faux semblants. Il se trouve que je travaille beaucoup avec des étudiants en Bac+5, alors c'est une population un peu spécifique, mais ingénieurs ou Sciences Po ou école de management qui me racontent encore des horreurs en onboarding. Mais franchement, voilà, il y a la parole et puis il y a ce qu'on fait. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense aussi au fameux rapport d'étonnement. J'ai tout le temps des personnes qui viennent me voir, des anciens étudiants. Là, récemment, j'ai une jeune femme qui m'a dit, on me demande un rapport d'étonnement. Voilà, je voudrais dire ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai été la première à lui dire, oula, il ne faut peut-être pas que tu dises tout ce que tu as à dire dans ton rapport d'étonnement, parce que, et en discutant avec elle, elle m'a dit, mais tu as tout à fait raison, jamais ma manager, elle va se sentir, voilà, donc il faut aussi décoder derrière les verbatims, décoder derrière ce qui est dit, et bien sûr les chiffres, on est piégé, quand on est salarié, c'est comme, on est dans ce qu'on appelle un univers de croyances, c'est-à-dire que si je casse mon entreprise, si je casse je peux moi-même dégrader, quoi. Et là, il faut comprendre qu'on est dans quelque chose où on est très lié. C'est un système où la vérité n'est pas toujours bonne à dire, en tout cas pas toujours au bon moment. Et là aussi, il faut prendre des précautions avec ce qu'on est capable d'entendre et capable de faire. Donc, voilà, mais autrement, ce que vous dites a du sens, vraiment du sens. Alors, je vois que on a Anne-Claire, Aurélie, Carole, Céline, Christine, Estelle. Je déroule les invités du jour. François, Mathilde, Romain, voilà. Pascal, est-ce que vous avez Valentin, peut-être une interrogation, une interpellation, une question ou une expérience par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous constatez dans vos organisations respectives? Est-ce que vous voulez profiter de notre séance avec Isabelle pour intervenir? Je ne force pas la main. Alors, Isabelle, peut-être en termes... Ah, alors voilà, je vois Céline qui... non, mais il y a des choses à dire, tout le monde a des choses à dire là-dessus. Moi, ce serait plus pour, en effet, illustrer l'importance, en effet, de l'offboarding. J'ai travaillé majoritairement dans des grands groupes avant de rejoindre des structures de conseil ou une plus petite structure aujourd'hui. Et j'ai vu, en fait, on va dire, l'importance de la maturité des entreprises vis-à-vis de ces sujets-là. Il y a une dizaine d'années, en quittant un grand groupe, j'avais trouvé assez merveilleux, entre guillemets, malgré le fait de démissionner et de partir ailleurs pour un poste avec un périmètre plus large, à quel point en fait ma démission avait été bien accueillie, alors que je m'en tordais le ventre tous les jours de me dire bon, aujourd'hui c'est bon, je l'annonce à mon manager. Demain j'annoncerai à mon manager. Et puis plus ça y allait, plus je me disais mais quand est-ce qu'en fait je vais sauter le pas, parce que voilà, je ne partais pas à cause de mon manager, je ne partais pas à cause de l'organisation. J'avais été chassée pour un poste plus sympa, avec un périmètre plus large, donc j'y voyais quelque chose pour me développer. Et il s'avère que, donc là, on compte une bonne dizaine d'années. Et il y a quelques mois, il y avait un poste ouvert dans cette entreprise. Et je me suis dit, ah tiens, intéressant, j'y postulerai bien. Chose faite. Et en effet, au RH, on m'a dit, votre nom nous dit quelque chose. Et donc, je dis oui, oui, j'ai travaillé au sein de cette entreprise il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et en fait, j'ai eu une bonne expérience des années que j'ai travaillé au sein de cette entreprise. Et aujourd'hui, vous avez un poste et j'ai évolué. Enfin, voilà, je ne suis plus dans le domaine de l'époque où j'étais au sein de ce groupe. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait, bon, j'ai pas été sélectionnée faute de candidature en interne qui est venue court-circuiter la chose, mais ça n'empêche que jusqu'au bout. Et la RH m'a dit, voilà, Céline, vous regardez s'il y a encore des postes ouverts et avec plaisir, vous candidatez en fait. Et j'ai trouvé ça super comme expérience en fait.
Alors, ce que j'adore dans le cercle du Merci, management, ouais. c'est que votre intervention, Céline, n'était pas du tout prévue. Pardon. Mais ça colle bien avec les propos d'Isabelle, et Ah finalement, ouais. voilà, donc, qui montre l'importance de soigner. Hein, on parlait du offboarding. Ah, tout à fait. Enfin, Ouais. et je dirais, je vois justement l'importance, parce que je suis passée par d'autres entreprises depuis, où aussi bien l'onboarding que l'offboarding ont été une pure catastrophe. Et quand vous parlez de on est ambassadeur ou on est potentiel client, oui, bah oui, en effet, je fais partie de ceux qui n'ont aucunement envie d'être ambassadeur de ces entreprises aujourd'hui et qui a aucunement envie de les faire intervenir dans les entreprises où je travaille. Parce qu'en fait, oui, ça laisse un mauvais souvenir du début jusqu'à la fin en se disant j'ai quand même contribué à quelque chose dans votre entreprise et l'accueil n'était pas terrible. Je suis quand même restée et au final, l'expérience jusqu'au bout n'est pas terrible. Donc oui. Ah, mais c'est un très beau, non, mais c'est un très beau témoignage. Et comme le disait, je ne sais plus qui, c'est assez simple, hein, définitif, mais c'est vraiment un état d'esprit. Hein, et c'est pas au moment. Alors, il y a des managers qui, à titre individuel, le font très bien. Mais vous voyez, vous parliez du conseil, McKinsey se vante d'avoir le plus grand nombre de directeurs exécutifs dans le monde, parce que plein d'anciens de McKinsey sont dans plein d'entreprises. Et si ça s'est bien passé, bah, ils vont revenir chercher. Voilà, c'est des logiques élémentaires. Hein, c'est pas des choses très très. Et ce que vous dites aussi, avoir la peur au ventre pour annoncer sa démission. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Hein. Ça me rappelle aussi quand on est une femme, la peur au ventre pour annoncer qu'on est enceinte. Hein. Mais c'est des choses qui sont juste anormales. Ce que je retiens quand même, Isabelle, c'est dans la situation de Céline, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais finalement, vous avez été agréablement surpris par la réaction d'entreprise quand vous avez annoncé votre démission. C'est vrai qu'avant de démissionner, enfin voilà, pour faire la totalité de l'histoire, quand j'ai senti que le process avançait, au deuxième entretien, parce que j'avais une très bonne relation avec mon manager et on m'avait clairement expliqué qu'en gros, j'étais le poulain pour quand il allait partir à la retraite. Et donc, au deuxième entretien, je lui ai dit, écoute, je suis en train de passer un process de recrutement à l'extérieur, je n'ai pas postulé, on est venu me chercher. Je pense que ça sent bon. Et j'ai un troisième et dernier entretien. Et enfin voilà. Et en gros, faut qu'on réfléchisse potentiellement à la suite. Et ce que j'ai trouvé génial, enfin voilà, je n'aurais pas forcément le nom de l'entreprise ni le nom de la personne, mais cette personne m'a accompagnée sur le troisième entretien. C'est-à-dire que ce manager m'a aidé à préparer mon troisième et dernier entretien enfin voilà. Et donc j'ai eu le poste et voilà. Et c'était très sympa parce qu'il m'a dit tu as des vacances à poser, tu poses tes vacances, tu démissionneras au retour de tes vacances. Parce qu'une fois que tu auras démissionné, tu ne pourras plus poser tes vacances, que ça fonctionne comme ça. Enfin, jusqu'au bout, en fait, les choses ont été faites de manière intelligente, en fait. Et voilà, et c'est ce qui fait, je vous dis, quelques années après, j'en parle avec positivité parce que je trouvais que l'expérience collaborateur pendant les années où j'ai été au sein de l'entreprise, aussi bien qu'après, j'ai trouvé ça très bien. On parlait des outils tout à l'heure. Il y a une façon assez simple aussi de pouvoir commencer à y réfléchir, c'est de regarder ce que font les écoles avec les alumni. Vous avez tous peut-être des relations avec vos anciennes formations. C'est plus ou moins bien fait. Mais on voit bien hein, la valeur qu'on peut apporter, l'idée qu'on est alumni tout au long de sa vie. Moi, je disais toujours à mes étudiants, bah, quoi que vous vouliez, vous serez toujours diplômé de cette école. Et on peut avoir ce même raisonnement. De toute façon, vous avez passé 5 ans dans cette entreprise, ça existe. Voilà, et autant en faire quelque chose. Et les technologies de plateformes alumni, etc., qui sont reprises par certaines entreprises, alors je répète plutôt américaines, sont assez faciles en fait à dupliquer facilement. Hein. Après, il faut y passer un peu de temps, hein. Je ne cache pas. Alors, Isabelle, il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que certaines veulent prendre la parole, revenir sur un point qui a été présenté par Isabelle, ou Isabelle peut-être résumer peut-être le fond d'un petit peu de ce que tu disais sur l'intérêt du offboarding, là, voilà, sur qui pourrait permettre parce que certains viennent d'arriver un peu sur le tard, donc peut-être que voilà, je vois voilà, de peut-être rappeler un petit peu finalement ce qui fait l'essence du offboarding et tout l'intérêt qu'il y a à travailler le sujet pour un manager comme pour un DRH ou comme pour un collaborateur. Si on t'avait en 2 mots,
C'est en fait regarder l'offboarding non pas comme débarquer une personne, mais lui permettre d'avoir un nouvel élan, là, comme on vient d'avoir un témoignage. Et c'est quelque chose qu'il faut penser dès le début, c'est-à-dire un très bon onboarding, qui sont souvent très, très mal faits. Et tout au long du passage dans l'entreprise, ce que je disais, faire un compagnonnage, c'est-à-dire aider la personne à grandir. Et si on ne peut pas lui proposer, ou si elle a envie d'autre chose, parce que aussi la vie personnelle, etc., lui dire, tu reviendras peut-être, la porte est ouverte, on a été content de te voir. Je donne mon témoignage. Quand j'ai dirigé l'école de management de Strasbourg, où les salaires sont très faibles, parce que c'est l'université, je recrutais beaucoup de personnes qui étaient souvent très diplômées, au moins Bac+5, pour des salaires vraiment ridicules, et qui venaient pour le fait souvent d'élever des enfants. Donc c'était une population très caractéristique. Je savais que ces personnes, dès que les enfants auraient un peu grandi, dès qu'elles auraient peut-être trouvé quelque chose, beaucoup de jeunes femmes, et je leur disais, on va travailler ensemble 4-5 ans, tu vas nous apporter plein de choses, on va t'apporter, mais je sais que tu partiras pour quelque chose de meilleur. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment une attitude qui permet aussi tout le long du passage, on peut en témoigner, en général aussi d'un vrai dialogue, parce que souvent on se tait. Et on sait que dans l'entreprise, les gens qui sont mutiques, c'est ceux qui sont peut-être les gens qui se taisent. On le sait aussi chez les clients, ils disent rien, puis un jour, c'est la petite bombe à retardement qui explose. On le sait aussi. Donc libérer la parole à ce niveau-là, c'est très très important. Mais ça va avec plein d'autres choses, je le répète. Par contre, si on veut avoir des arguments, c'est aussi réduire beaucoup de coûts cachés. Je disais, c'est réduire des coûts de départ qui peuvent être très chers, des coûts de transition mal faits qui peuvent aussi coûter cher. Ça peut être des employés boomerang, comme on pourrait avoir des gens qui reviennent, ils connaissent déjà la boîte. Là, j'ai un exemple très proche que je connais bien, là, que j'ai un petit peu suivi. Il revient dans sa boîte, il connaît déjà tout le monde, c'est ce qu'il me dit, il connaît les process. On gagne du temps aussi et on gagne aussi de l'argent. On pourrait faire un calcul d'une balance, d'un bon retour grâce à un bon offboarding. Merci Isabelle. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on conclue notre cercle pour aujourd'hui. Je vois, Myriana, vous voulez reprendre la parole? Je vois que vous remettez la caméra, non? N'hésitez pas. Brice, un petit mot? Ouais, Brice. J'avais posé la question dans la conversation pour ne pas perturber le flux. Ouais. Voilà, j'aime bien quand même cette idée d'alumni, j'aime bien cette idée de famille, parce que Sylvaris, ça reste une ETI, et ça, c'est des choses qui nous parlent. Par contre, la question qu'on se posait avec Claire, c'est est-ce qu'il y a des entreprises du cercle qui ont monté en place un réseau de ce type-là? Comment c'est animé? Voilà, je me pose des questions, et ça, c'est après sur... il y a des gens qui font le choix de partir, il y a des gens qu'on accompagne à partir, il y a des fois, il y a aussi des licenciements, vous l'avez dit Isabelle. Bon, bref, comment tout ça fonctionne? C'est ça qui nous questionne avec Claire. Voilà. Est-ce que dans l'assemblée, là, on a c'est vrai, dans les entreprises qui ont mis en place, est-ce qu'on a des entreprises qui ont mis en place ce type de pratique? C'est vrai que nous, on l'observe, Brice, plutôt dans les cabinets conseils, les cabinets d'audit qui ont ces pratiques-là. Nous, on l'observe chez GS au regard de ce qu'on fait avec nos étudiants, mais on n'est pas sur des salariés, donc sur la logique des alumni. Par contre, on pourrait effectivement, dans le cadre du cercle, avec les entreprises qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui, mais mettre en place, interroger et vous mettre en relation avec nos partenaires pour échanger sur le sujet. Je ne sais pas, est-ce que chez Estelle, Claire, Céline, Aurélie, chez vous, il y a des pratiques où vous avez constaté des pratiques de ce type? Wendy, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut intervenir au regard de la question de Brice? On est à distance, c'est toujours pas forcément évident en tout cas de prendre la parole ou de se voir physiquement. Isabelle, toi, dans les clients que tu as accompagnés, dans les entreprises que tu as accompagnées? Alors, je n'ai pas accompagné spécifiquement sur ce sujet-là. Je répète, ça ne peut pas être toute chose par ailleurs. C'est ce que disait Thierry. Il faut un bon management, il faut un vrai dialogue, il faut vraiment tout ce travail de fait.
la dernière entreprise où vraiment j'ai pu observer ce sujet, où on en a discuté, c'était une entreprise, alors peut-être pas une famille, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus tout confondre, mais ce qu'on pourrait appeler une entreprise étendue. Hein, c'est une entreprise qui n'est pas étanche, une entreprise qui est ouverte et où les gens circulent librement. Donc c'était une entreprise de techniciens sur un métier assez précis. Aussi, cette connaissance, vous disiez, il y a une grande variabilité des gens. Moi, je travaille beaucoup sur un concept qui s'appelle, que vous connaissez sûrement, l'encre de carrière. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans une entreprise? Ce n'est peut-être pas, il y a souvent des gens, leur encre de carrière, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle, ou au moins pendant un moment de leur vie. Voilà. Et c'était des gens qui veulent rester dans une région, qui reviennent régulièrement, passant d'une entreprise à l'autre. Et en effet, c'est des réseaux, alors là, en l'occurrence, relativement informels, hein, il n'y a pas de choses très travaillées, mais qui permettent que ces personnes, au bout de 3-4 ans, reviennent dans l'entreprise. Et alors, elles reviennent, ce que j'avais observé, des fois, elles font un rabais sur leur salaire. Mais elles reviennent parce qu'il y a des fois une forme de nostalgie, il ne faut pas l'oublier. Vous parliez de la qualité d'un très bon manager, elles sont contentes de revenir. Voilà. On a observé, je vais terminer là-dessus, avec le confinement, beaucoup de départs, vous vous rappelez, et on a constaté, il y a eu des études qui montraient que plus de 40% des salariés regrettaient d'avoir donné leur démission, alors qu'ils avaient un meilleur salaire, une promotion, etc. On n'est pas toujours très mûr hein, aussi quand on décide de son départ. C'est là où on peut avoir une fonction de conseil, un vrai accompagnement, vous en parliez, une fonction vraiment de conseil sur la carrière. C'est le rôle des supports RH, mais ça peut être le rôle aussi d'un manager qui sait bien faire son métier. Est-ce que tu es sûr de partir pour de bonnes raisons? Comme des fois, il faut être sûr de dire, est-ce que tu es sûr de venir ou de revenir pour de bonnes raisons? Et là, c'est un vrai dialogue. On n'en prend pas toujours le temps. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Je répète, en termes de plateforme, un peu de technique, il faut la regarder du côté des alumni. Hein. Alors là, ce serait un vrai sujet. On travaille beaucoup dans l'enseignement supérieur, tu le disais. Garder pourquoi on a envie. Vous voyez, on parle souvent de culture d'entreprise. La culture, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose de complètement informel. Mais voilà, j'ai gardé des méthodes de travail. J'ai gardé un état d'esprit. Ça fait 3 ou 4 ans que je suis dans une boîte. Et pourtant, j'ai gardé la façon de travailler de mon ancienne, alors que les outils sont différents, peut-être même l'activité. Mais j'ai gardé cette façon de faire, cette attitude, parce que j'ai été un peu formatée, de façon positive, hein, et que j'ai trouvé quelque chose là qui vraiment m'apporte au-delà de mon départ. C'est vrai. Moi, j'ai vécu à titre personnel dans un cabinet de conseil où j'ai été plusieurs années. Tous les anciens de ce cabinet de conseil ont gardé des façons de travailler qui sont reconnaissables. Et ça, c'est assez rare, mais je trouve que c'est très intéressant à cultiver. Donc, pour répondre à votre question, Brice, aujourd'hui, dans les entreprises qu'on accompagne chez IGS, hein, on accompagne une centaine d'entreprises hein, sur nos parcours intra. C'est vrai qu'en termes de maturité sur le fait de mettre en place des réseaux d'alumni, au-delà des entreprises avec lesquelles on travaille sur le secteur du conseil, quand on appelle les consultants, voilà, en termes de maturité sur un réseau d'alumni dédié avec des événements, etc., voilà, on n'a pas constaté que, en fait, ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, c'est que les entreprises sont capables de mettre en place, et comme l'expliquait Isabelle, énormément d'événements pour fidéliser, entretenir la relation dans l'entreprise, mais que finalement, il n'y a pas forcément une ouverture importante de ces événements qui fédèrent à un cercle plus large. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est les constats qu'on peut faire avec les partenaires. Et pourtant, on travaille avec de nombreuses entreprises. Donc, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure en introduction, Isabelle, sur finalement ce niveau de maturité. Voilà. Et est-ce que on a eu l'occasion dans le cadre de notre cercle ce matin d'évoquer le fait que c'est peut-être plus commun dans les entreprises anglo-saxonnes, de culture anglo-saxonne. Que finalement, ces événements qui vont être organisés par l'entreprise autour des anniversaires, autour des séminaires, etc., voilà, qui puissent être ouverts à d'autres, ou en tout cas, ce réseau, les réseaux sociaux qui fédèrent. Voilà, je crois qu'il y a encore un vrai chemin à produire en France pour arriver à développer ça, à s'ouvrir sur d'autres. Non,
sans trop m'avancer, Isabelle. Oui, alors après, chaque entreprise prend le chemin qui lui convient, mais c'est garder ça en tête, c'est important. Et puis, je terminerai par quelque chose que j'ai dit, qui est très rapide, mais qui est fondamental, c'est que le contexte de liberté engage. Quand vous dites à quelqu'un, tu es libre de, s'il prend la décision sur laquelle vous êtes, par exemple de rester, il est beaucoup plus engagé que si vous lui mettez une prime ou vous lui mettez... Voilà, le savoir qu'on peut partir engage plus que savoir qu'on doit rester. Alors, tout ça est moral, hein, bien évidemment, mais c'est la théorie de l'engagement et elle a été démontrée des milliers de fois. Donc, ce contexte de liberté, paradoxalement, fidélise vos collaborateurs. Et puis, la dernière chose, il y a un rapport très intéressant avec ce que vous faites avec vos clients. Comment vous gardez vos clients, comment vous les rendez satisfaits, comment vous les fidélisez. Les grandes théories de la fidélisation, elles sont bien sûr en RH, mais elles sont aussi en marketing. Hein. Et là, il y a des parallèles. Vous pouvez faire des choses peut-être chez vous, très, très intéressantes chez vos clients, et vous ne les avez pas transposées chez vos salariés, alors que les techniques peuvent être les mêmes ou les clés de lecture peuvent être les mêmes. Bon, on pourrait discuter très longtemps sur ce sujet et bien d'autres. Hein. Merci Isabelle, merci aux partenaires du cercle, merci aux entreprises qui nous rejoignent. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse échanger en toute liberté, hein, pour reprendre tes propos, Isabelle, et plus on se sentira libre dans ce cercle, finalement, si je retiens un petit peu ta conclusion, c'est plus on sera fidèle à nos échanges et on aura envie de continuer à collaborer ensemble. Merci à toutes et à tous. Prochain événement, je ne sais pas si Adèle est encore avec nous. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous, Adèle? Je vois que tu as ton micro qui est coupé. Voilà. Oui, tu veux prendre la caméra? tous. Vas-y, remets ta caméra, Adèle. C'est grâce à Adèle qu'on est là. C'est un peu grâce à, c'est pas un peu, c'est grâce à Adèle qu'on est là. Adèle, vas-y, explique-nous un petit peu quels sont les prochains événements sur le prochain cercle, les prochaines interventions d'Isabelle. Alors, les prochaines interventions d'Isabelle, on a un webinar en octobre sur l'optimisme en entreprise. Il me semble que c'est autour du 6 octobre qui aura lieu sur le temps du midi. Donc, vous êtes évidemment tous conviés. Et puis, le prochain cercle du management, il me semble qu'il est début décembre sur le management humaniste. Donc, voilà, pareil, si vous souhaitez y participer, on vous enverra les invitations très prochainement. Deux sujets qui nous sont chers, hein, l'optimisme et puis l'humanisme. Est-ce sérieux d'être optimiste actuellement? Ouais. Ben, il le faut. Tu vois, Oui, on accompagne c'est pas une injonction, c'est pas une non, injonction. c'est pas Sois optimiste, ça marche pas comme ça. Non, mais dans une période de fort changement, c'est important de garder un certain cap. Hein, donc, on est d'accord. On est d'accord. Et voilà, on avait fait au mois de juillet une intervention sur l'importance aussi pour un manager d'entretenir une relation assez capable de faire preuve d'humour. Hein, Oui, tu te souviens, Isabelle? Bon, ça va voilà, avec, hein. Ça va avec. Donc, voilà, on essaie de garder confiance, humour, optimisme, humanisme. Voilà, on parlait de liberté, tout à l'heure. Encore une fois, merci à tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Merci pour vos interventions, vos témoignages. Et puis, on se dit à très vite sur un prochain cercle du management. Et puis, Adèle va vous lancer une petite enquête, c'est ça, Adèle, hein, en sortie par mail, voilà, pour voir un peu ce que vous en avez pensé, comment on peut améliorer notre présentation et puis éventuellement recueillir vos différents besoins de formation pour vos entreprises respectives. Merci à toutes et à tous. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Merci. Au revoir.